Bonjour à tous et bienvenue dans la famille en question. En cette période de crise, le chômage touche de plus en plus de familles. Perdre son emploi est une épreuve qui fragilise celui qui est concerné, mais aussi sa femme et ses enfants. Quel est l'impact du chômage sur la famille et comment traverser cette période délicate? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Alors pour cela, j'accueille deux invités. Meriadec Olanier, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez travaillé une vingtaine d'années dans l'industrie. Vous êtes au chômage depuis 4 mois dans le cadre d'un plan social qui a été mis en place dans votre entreprise. Vous êtes également père de famille, vous avez 4 enfants. Vous nous direz comment vous vivez cette situation. À votre côté, on accueille sœur Catherine Myriam. Bonjour ma sœur. Bonjour. Vous êtes bénévole pour l'association Petra. C'est ça. Une association d'accompagnement de chômeurs qui a été fondée par les religieuses de l'Assomption. Enfin, on retrouve Jean-Louis Bavou. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Et vous êtes l'un de nos chroniqueurs. Vous nous apporterez, vous, votre éclairage sur cette question tout à l'heure. Alors avant d'aller plus loin, on va rencontrer Jean-Noël qui a vécu 2 périodes de chômage. Comment lui et sa famille ont-ils fait face? C'est ce que l'on va voir dans ce reportage de Sybille Delettre. C'est un peu le souk, mais c'est là où j'ai beaucoup travaillé sur Internet et puis fait des CV. Ce bureau, Jean-Noël Rousseau y a passé beaucoup de temps. Cadre supérieur, ce père de 3 enfants a connu par 2 fois le chômage après 50 ans. Il fait en effet partie d'une des tranches d'âge les plus vulnérables face à la perte d'emploi. 6 mois de recherche d'emploi, avec tout un parcours par outplacement. Je dirais que ça s'est bien passé là aussi, mais c'est quand même 6 mois qu'il faut assumer, et c'est pas toujours très simple. Jean-Noël s'est totalement investi dans sa recherche d'emploi. Mais le chômage a été une période difficile. Pour cette famille plutôt aisée, la perte d'emploi a engendré de vraies remises en question. Tout ce positionnement socio-professionnel qui est complètement remis en cause par le fait d'être chômeur. Et même parmi vos amis, vous êtes, entre guillemets, moi ce que je conçois, un malade de la société. Jean-Noël a tenu à relativiser cette première période de chômage et a donc décidé d'aller de l'avant. Mais petit à petit, il s'est renfermé sur lui-même et ses problèmes, une situation parfois compliquée à gérer pour sa femme et ses enfants. La première, c'était plus difficile, il y avait moins de cohésion parce que papa était dans son coin. Donc avec maman, ma soeur et mon frère, c'est vrai qu'on se parlait souvent, on essayait de se dire bon, comment tu le trouves, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pourquoi est-ce qu'il a changé comme ça de caractère, pourquoi est-ce que là il s'est emporté, parce que bon, forcément, dans les périodes d'angoisse, on change un peu de caractère, on devient irascible. Après 6 mois de recherche, Jean-Noël finit par retrouver un poste. C'est le soulagement général. Pendant 5 ans, il est directeur des achats dans une grande entreprise. Et de nouveau, le couperet tombe. Après un plan social, il se retrouve de nouveau au chômage presque du jour au lendemain. Un coup dur pour la famille qui se mobilise immédiatement autour de lui. Je faisais attention à ce qu'il y ait quelque chose dans le frigidaire, qui soit bon. Si Jean-Noël rentrait un peu plus tôt, il soit pas seul, il y a un enfant. Enfin, vous voyez, il fallait qu'il y ait quand même du monde sans qu'on soit tous étouffés. Et voilà. Et puis on parlait beaucoup les uns avec les autres. Voilà. On s'auto-surveillait. Cette fois, Jean-Noël sait comment réagir. Il prend donc plus de recul par rapport à sa recherche d'emploi. Je l'ai vécu à travers une association. Et ça, la démarche de cette association-là m'a ouvert à la mise à plat de soi-même. C'est-à-dire, on prend son processus à soi, et on s'ouvre aux autres, mais on se met à nu. Une réflexion qui lui a permis de comprendre ses désirs profonds. Épaulé par sa famille, Jean-Noël prend donc les choses en main. Après 6 mois de chômage, il crée une société de conseil avec ses enfants et se fait embaucher par un de ses clients. Ah, c'était super. Ah non, c'était un soulagement. C'était un soulagement parce qu'on savait que c'était hyper important pour lui, d'une part. Et puis d'autre part, on savait que du coup, tout ça allait retomber, toute l'angoisse allait retomber et qu'on allait pouvoir revivre un peu normalement. C'était pas mal. Aujourd'hui, Jean-Noël a franchi le cap du chômage. Ces 2 périodes d'inactivité lui ont permis de clarifier ses attentes. Sa vision du travail a changé, plus humaine et à l'écoute des autres. C'est pourquoi il met maintenant son expérience à profit dans des groupes chrétiens d'accompagnement de chômeurs. Alors Meriadec, une réaction sur ce reportage, sur ce témoignage qu'on vient d'entendre?
Je retrouve effectivement mon quotidien en partie. Oui. Le fait est que se retrouver au chômage comme ça, du jour au lendemain, parce que c'est brutal, Oui. c'est une catastrophe salutaire, je dirais. Catastrophe parce que le processus de la libération des surplus dans l'entreprise, lorsque c'est nécessaire, doit se faire de la meilleure manière pour l'entreprise. Donc les candidats que l'on libère doivent être libérés au meilleur prix, ce qui veut dire qu'il y a une négociation qui est extrêmement brutale, où le candidat est fragilisé. Voilà. Donc c'est une période dont on ressort éprouvé. Une fois que l'on a réussi à passer cette cape-là, une fois qu'on a réussi à se reconstituer, à remettre les choses à leur place, il faut reconsidérer son positionnement à la maison. D'accord. Je faisais que pendant 22 ans, moi j'ai été beaucoup absent de la maison. Ouais. Pas de la famille, mais de la maison. Vous étiez absorbé par votre métier. J'étais pas là parce que je voyageais beaucoup, parce que j'étais dans mon entreprise, et voilà. Et du jour au lendemain, je me retrouve à la maison. Alors, nous avons la chance que ma femme travaille, donc elle n'est pas là dans la journée, ce qui veut dire qu'on n'est pas les uns sur les autres, ce qui est bien. Mais le fait est que je prends une place que je n'avais pas eue pendant 22 ans, et c'est pas évident. Parce que du coup, ma femme doit laisser une partie de la place qu'elle prenait à la maison. Donc ça veut dire qu'il faut, faut faire preuve d'une certaine intelligence de l'autre pour que cette succession de présence dans la famille et dans la maison surtout puisse se faire de bonne manière et se vivre sereinement. Voilà. Sœur Catherine Myriam, une réaction sur le reportage qu'on vient de voir? Oui, le discours que je viens d'entendre dans le reportage avec mon voisin, c'est ce qu'on entend avec tous ceux qui viennent. Une chose que je retiens du reportage, c'est lorsque la femme de ce monsieur a dit on a essayé de ne jamais le laisser seul, ou c'est sa fille, je ne sais plus. Il y avait toujours quelqu'un sans être trop présent, mais toujours quelqu'un avec lui discrètement. Et ça, je crois que c'est très important. Oui. Et ça fait partie des moyens qui aident, je pense, à vivre ce passage. Voilà, pas être isolé. Pas être tout seul, ça c'est la pire des choses, et c'est pour ça qu'on finit par parler dans une association, parce qu'on est tellement seul. En tout cas, c'est ce que j'entends chez nous à Petra. La première raison qu'on invoque, c'est j'en peux plus, je suis tout seul. Oui, et on je n'est ne pas peux plus forcément supporter la solitude. De façon absolue. Il y a peut-être des personnes autour de soi, mais on se sent seul j'en face parle à avec l'épreuve. personne. Et quand elle disait on en parlait beaucoup les uns avec les autres, ça c'est très important aussi. Myriam, comment est-ce que vous vivez, vous, personnellement, cette période de chômage? Vous avez l'impression d'être seul ou non? Alors, c'est le grand danger. Le grand danger, c'est effectivement d'être seul. Et pour évacuer ce danger, c'est une lutte de chaque instant. C'est vraiment une lutte quotidienne, de faire en sorte que effectivement le piège ne se referme pas et qu'on ne se retrouve pas seul à la maison. Voilà. Donc, pour ce faire, je me suis inscrit dans une association d'aide au retour à l'emploi qui s'appelle Nouvelle Donne, qui est extrêmement efficace parce que elle nous reçoit de manière hebdomadaire, et donc chaque semaine on fait le bilan de ce que l'on a fait. Donc grâce à cette association, j'ai une obligation de résultat. Je dirais quant à mon activité. Et puis il y a aussi une rencontre avec d'autres. Il y a des rencontres avec d'autres qui sont extrêmement dynamiques. Vous ne vous sentez pas seul dans cette. Et de la même manière, j'ai rejoint différents réseaux, dont le réseau Oudino par exemple, qui sont des réseaux qui mixent des populations de gens qui sont en transition et de gens qui sont au travail et qui génèrent des événements de manière permanente. Et c'est cette activité de réseau qui permet de rester au contact d'abord de la réalité et de rester visible dans la cible qui est la mienne, puisque j'ai le rebond que je fabrique se situe dans l'industrie, dans la distribution de biens d'équipement, et c'est donc dans cette cible-là que je veux rester visible et présent. D'accord, donc vous êtes actif pour rester visible. Sœur Catherine Myriam, alors vous êtes donc bénévole à Petra. En quelques mots, quelle est son action ? Alors, c'est donc une association où laïcs et sœurs travaillent ensemble, ont fondé ensemble Petra, travaillent ensemble. Petra veut dire passage et transition. Alors, peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, nous aidons les personnes qui viennent, selon un cursus, avec un travail en équipe, 2 matinées par semaine, et un accompagnement personnel toutes les semaines pendant 1 heure.
Et l'accompagnement peut durer jusqu'à ce qu'on ait retrouvé du travail et même un peu après pour faire le point et être sûr que ça va durer. Ça peut peut-être surprendre ceux qui viennent chez vous de se retrouver face à des religieuses, non? Face à une religieuse, oui, ça les étonne beaucoup. Alors, on précise tout de suite que c'est vraiment, le lieu est très typé, oui. La bonne femme aussi. On sait où on atterrit. Mais j'ai dit c'est non confessionnel. Enfin, oui. On accueille qui veut. On a eu un musulman qui a fait courageusement son ramadan pendant tout le temps du stage. Il a tenu le coup formidablement bien. Et on accueille vraiment qui veut. Et du moment que la méthode correspond à ce qu'il... peut-être pas ce qu'il cherche au début, oui. Mais ce qu'il trouve sans doute efficace pour retrouver du travail, il peut venir. Est-ce qu'on peut parler d'un accompagnement chrétien alors? Chrétien, officiellement pas chrétien. Je crois qu'on l'est tous, plus ou moins, dans l'équipe. On est une trentaine de bénévoles, entre les accompagnateurs, les animateurs, etc. Très vite, la question se pose. Je suis étonnée. Moi-même, je suis la pire pour parler de ce domaine chrétien. Ils se moquent tous de moi, d'ailleurs. Et je ne veux absolument pas amener ça sur le tapis, parce que c'est pas le lieu et c'est pas l'objet. Mais je crois que on propose aux personnes qui viennent de se poser, de faire le point, de relire un peu ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont été, de se réapproprier à soi-même. Hein. Et la question d'un engagement chrétien, la question de Dieu peut éventuellement venir. Et quand elle vient, bon, on la laisse venir, mais on n'entretient pas ça. Hein. On dit, bon, ça, on peut en parler après, parce qu'il faut absolument pas gêner les autres qui ne se posent peut-être pas cette question et qui ne sont pas venus pour ça. Et quoi qu'il en soit, par votre expérience, vous pouvez dire que le chômage est toujours une épreuve. Ah oui, ça c'est clair. Quelle que soit sa durée. C'est clair que c'est un choc quand on vous dit que vous êtes licencié, quelle que soit la raison, la méthode, la manière. Et plus ça va, plus les méthodes sont rudes. Et quand ils arrivent chez nous, en tout cas, mais je pense que c'est pareil un peu dans toutes les associations, c'est vraiment qu'ils n'en peuvent plus. Hein, et il y a vraiment des cas qu'on ne voit pas hein, extérieurement. Il y a une belle façade, c'est comme dans les beaux immeubles. Hein. Il y a une belle façade. Et puis au fur et à mesure où on travaille, où on se pose des questions, qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait comme boulot jusqu'à présent? Est-ce que ça me plaisait? Est-ce que c'était ça que je voulais faire toujours? Ou est-ce que je voudrais changer? Je suis pas à l'aise finalement. Comment est ma famille? Comment ça réagit que ça? Et on découvre la personne tout à l'heure parlait de se mettre à nu. Bon, ça peut choquer cette expérience, mais je comprends un peu, en ce sens que tout d'un coup, on découvre qui on est et on a l'impression qu'on n'est plus rien. C'est ça qui est terrible. Et ils le disent, hein, on a chômeur et ça veut dire paria. On est stigmatisé. Complètement, mais d'abord en soi. Hein. Myriadec, vous avez ce sentiment-là d'être vu comme un marginal ou un paria? Je ne le vis pas tout à fait de cette manière. C'est-à-dire que il y a différentes séquences. La première séquence, c'est la césure. Et comme je disais tout à l'heure, la césure est très brutale, oui. Parce qu'encore une fois, l'entreprise doit se défaire de ses salariés au moindre coût. Et du coup, le salarié est réduit à peau de chagrin. Et donc, c'est une négociation, voilà. Je dirais, qui est brutale. Voilà. Voilà. Donc, on en sort amoindri. Voilà. Une fois que cette séquence est passée, il faut arriver à se reconstruire, comme vous le disiez tout à l'heure, et reprendre possession, je dirais, de la totalité de sa personne. Il est évident que lorsqu'on a travaillé pendant une longue période et qu'on a eu un certain nombre de réussites, chez vous, on n'est pas bon à rien. Vous ne levez pas pour aller travailler, ça doit être violent, ça. Voilà, et ça c'est la deuxième séquence. Ouais. La deuxième séquence, c'est qu'une fois qu'on a terminé le deuil de cette affaire-là, il faut reprendre possession de sa vie, de son quotidien et de sa mise en valeur. Et puis l'aménager ce quotidien. Donc se donner un but, se donner des moyens à aboutir, un calendrier et s'y tenir. Alors là, vous arrivez, vous parliez d'engagement associatif, vous arrivez à avoir des journées qui sont occupées avec un rythme, avec des rendez-vous. Oui, comment vous faites là? Voilà, c'est le côté assez amusant de l'affaire, c'est que c'est une période qui est très soutenue en réalité. J'ai des semaines qui sont chargées. Oui. Les temps donnés aux associations, les temps donnés aux différents réseaux, des coups de main également que je donne à certains amis entrepreneurs, étant disponibles, c'est vrai que je deviens assez sollicité. Et c'est important d'ailleurs d'être occupé. C'est très important. Oui. C'est très important d'être occupé. Et en même temps, c'est un petit peu de brume qui peut masquer le but à atteindre. Voilà. Il faut aussi que je reste maître de l'agenda. Et mon but à atteindre est bien de retrouver la situation qui est le prolongement de ma carrière. De votre emploi. Sœur Catherine Myriam, alors, vous accueillez des hommes et des femmes qui sont au chômage. Est-ce qu'ils réagissent différemment face au chômage? Est-ce qu'il y a une différence entre hommes et femmes?
vous diriez? Oui. Ça dépend si... Oui, il y a une différence entre hommes et femmes. Comment c'est vécu? Et du côté femmes, ça dépend si elles sont seules avec des enfants ou seules sans enfants, ou si elles sont mariées et que le mari travaille. Ça, c'est très différent comme situation. Quand elles sont seules avec un enfant ou des enfants, là, elles réagissent avec angoisse, hein, c'est normal. Il y a une réalité. Il y a une réalité qui est rude. Souvent, on vient. Nous accueillons des personnes qui normalement sont au chômage depuis 1 an. On avait fait ce choix au début parce qu'au bout d'1 an, on a touché le fond, ou presque. Hein, et on se dit bon, maintenant, il faut que je fasse quelque chose parce qu'il faut qu'on s'en sorte. C'est pas possible, etc. Donc, et c'est là où on a besoin d'aide. Donc quand on arrive au bout d'1 an, on n'est pas très en forme, hein, et puis souvent on a quelques échéances rapides qui arrivent et on se dit j'ai plus de sous dans 6 mois, dans 3 mois, il faut faire quelque chose. Alors ceux qui ou celles qui viennent chez nous savent que le stage dure 12 semaines. Que pendant ces 12 semaines, c'est un travail à plein temps, mais ça ne dispense pas de chercher du travail. Donc en effet, c'est vrai, c'est un temps où on peut être très occupé, mais c'est un temps où il faut faire attention de ne pas oublier de chercher du travail et de rester attentif aux opportunités. Mais il y a une grande solidarité dans le groupe. Enfin, je pense que c'est pareil chez vous. On se donne des tuyaux, on se donne des noms. Ça crée des réseaux. Le réseau est très important. Hein, c'est un des premiers moyens à l'heure actuelle pour retrouver du travail. Myriette Deck, alors on va parler un petit peu de l'impact de votre situation sur la famille. Comment votre femme vit votre situation? Alors elle travaille, vous disiez, donc effectivement elle a son rythme quotidien, mais voilà, plus profondément, comment est-ce qu'elle vit au-delà de ça? ça, il est évident qu'une période de chômage est d'abord très anxiogène et source d'angoisse. Il est évident qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, évidemment. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on est amené, encore une fois, à modifier l'état des choses et l'état de nos rôles respectifs à la maison. Elle vous soutient? C'est pas évident ça. Oui, bien sûr. C'est pas évident parce que elle me soutient parce qu'elle est extraordinaire, mais ça a demandé quand même une remise en cause chacun de notre position et de ce qu'il va falloir faire pour s'organiser dans les mois à venir et d'accepter cette modification de l'organisation de chacun à la maison, de la place de chacun à la maison. Et vos enfants, vous avez donc 4 enfants, ils ont entre 8 et 17 ans je crois. Comment est-ce que vous avez parlé du chômage? Vous leur avez dit à chacun? Comment ça s'est fait ça? On l'a dit tout de suite. Oui. On y a réfléchi avec ma femme à la façon dont on devait exprimer ça. Mais on devait être en vérité, évidemment, et le faire rapidement parce que le temps passe très vite. On l'a dit donc de manière toute naturelle à nos enfants. Et là, ils ont réagi de manière très factuelle. En réalité, on dit, bon, très bien, donc tu n'as plus de boulot, tu vas en chercher un et tu vas en trouver. Ça ne les a pas plus inquiétés que ça. Plus inquiétés que ça. Mon fils aîné, qui était en terminale ES, a une vision assez claire de tous les différents mécanismes économiques aujourd'hui, des différents mécanismes que l'État met à disposition des citoyens pour les soutenir dans cette période. Il vous a donné des informations. Voilà, c'est plutôt bien. Donc chacun s'y est mis un peu. Alors, un peu comme dans le reportage, il y a une solidarité familiale. Alors. Voilà. Et alors là, pareil, première séquence, donc celle-ci. Et puis, après ça, s'est installé également un mode de vie nouveau, parce que j'étais là. Parce que je suis disponible pour les écouter. Et on vit ensemble comme on n'a jamais vécu depuis plus de 20 ans maintenant. Ça a des bons côtés, ça? Ça a des bons côtés, oui, ça a des vrais bons côtés. Ça rapproche? Bien sûr. Sœur Catherine Myriam, c'est une épreuve évidemment pour, on a dit, la femme, les enfants. Comment est-ce que le chômage finalement rejaillit sur toute la famille? Je pense à des exemples qui ressemblent aux vôtres, et puis à d'autres où la personne qui est au chômage ne l'a pas dit, ni à son conjoint, ni à ses enfants. Et tous les matins, il part avec ça. C'est des situations qui sont courantes? Oui, c'est courante, c'est pas la majorité des groupes, mais on en trouve toujours au moins un ou deux. Et il part tous les matins avec son petite serviette, il va dans un café quelque part, il part, mais il n'a rien dit. Là, c'est... Alors, il y en a certains qui disent à leur épouse, parce que ça paraît peut-être difficile de ne pas jamais en parler, on dit rien aux enfants pour les protéger, on dit rien à la famille.
Mais finalement, ils reconnaissent. Alors, ça provoque des discussions dans le groupe. C'est très intéressant parce que c'est pas tout le monde qui fait ça, qui est comme ça, qui vit cette situation. Mais c'est bien parce qu'ils sont à l'écoute en général de ceux qui, au contraire, en parlent et qui sont contents d'avoir pu en parler parce qu'ils sont aidés, ils sont épaulés, ils sont bon. Et puis il y en a qui vivent des situations terribles parce que le ménage craque à cause du chômage. Ça se voit assez souvent. C'est assez fréquent. On l'a vu assez fréquemment. Oui. Là, ce sont des situations difficiles à vivre parce que ça fait plusieurs choses ensemble. Myriadec, alors le chômage, bien sûr, a un impact financier. Là-dessus, est-ce que vous avez dû aménager un peu un plan pour gérer une baisse des revenus? Comment est-ce que vous avez procédé par rapport à ça? On a commencé par là avec ma femme, c'est-à-dire qu'on a mis à plat, on a modifié notre budget et en fonction de ça, on a adapté nos consommations et nos besoins. Vous faites plus attention à certaines choses. On fait beaucoup plus attention à nos dépenses, bien entendu. Oui. Est-ce qu'il vous arrive quand même de continuer à avoir quelques loisirs? On l'entendait dans le reportage, Jean-Noël disait, on continue à faire des choses, à sortir un petit peu. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter de vivre non plus. Oui. C'est suffisamment pas rajouter de l'anxiété à l'anxiété, ça n'a pas de sens. Donc oui, bien entendu, mais ceci de manière contrôlée dans le cadre du budget nouveau que nous avons posé. Voilà. Sœur Catherine Myriam, on peut continuer quand même à vivre, à se faire plaisir dans une période de chômage? Ça dépend desquels. Il y en a qui ont continué à vivre comme si de rien n'était pendant tout un temps, un peu pour se cacher la réalité, et puis qui tout d'un coup réalisent avec brutalité qu'on ne peut plus. Alors là, ce sont des situations qui sont très difficiles. Pour certains, c'est un moteur, parce que du coup, ils se disent « Oh là là, il faut que je fasse quelque chose. Dans 6 mois, j'ai plus rien, il faut que je fasse quelque chose. Alors, vite, vite. » Pour d'autres, ils arrivent déjà, le porte-monnaie bien vide. Ça pose beaucoup de questions. Non, il y a des gens qui ont des situations très, très difficiles. Très. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Et je me tourne vers Jean-Louis. Alors vous, en tant que diacre, j'imagine que vous accompagnez aussi des familles qui sont concernées, touchées par le chômage? En tant que diacre et en tant que médecin, oui. En tant que médecin aussi. Je rencontre relativement souvent des personnes dans ce cas-là. Alors c'est vrai qu'il y a des situations financièrement encore beaucoup plus dramatiques quand il n'y a qu'un salaire, quand le niveau professionnel est beaucoup plus bas. Donc ça peut être vraiment des catastrophes. Ouais. Et moi je suis frappé par la dureté de la vie d'entreprise et qui s'aggrave, je trouve, d'année en année, et on voit des gens vraiment cassés. L'Église a quand même une vision du travail qui est très importante, c'est la dignité de l'homme, le travail, vraiment. Nos derniers papes ont été très clairs là-dessus, les dernières encycliques sur le travail ont bien... Donc quand on perd son travail, on perd sa dignité finalement, et c'est vécu comme ça, donc c'est un écroulement total, et... Alors la famille est un lieu qui peut protéger, mais c'est un lieu qui peut aussi exploser. Donc je pense que les communautés chrétiennes ont un rôle, alors les associations bien sûr, mais les communautés chrétiennes, les paroisses, il est des paroisses dans Paris, ça je le sais, qui ont vraiment des lieux d'accueil, parce qu'il y a la recherche du travail, mais il y a aussi l'accompagnement humain qui est fondamental, la reconstruction de la personne, et ça je crois que c'est un enjeu aussi pour l'Église. Et quand vous parliez d'accompagnement chrétien, je crois que plus on accompagne humainement, plus on est chrétien. L'homme total, c'est le Christ. Donc je crois qu'il faut vraiment humainement que l'Église prenne en charge toutes ces personnes et je crois qu'au niveau local de la paroisse, on peut déjà faire beaucoup. On n'est pas professionnel, donc il faut aussi envoyer ensuite à des associations qui savent bien gérer ça, comme les vôtres ou comme celles à laquelle vous participez. Mais je crois que les paroisses devraient plus... Donc il y a tout un champ à investir là. Oui. D'autant plus qu'on ne va pas vers un arrangement de la situation. Donc je pense qu'il y a vraiment un créneau pastoral, on pourrait dire, qui s'ouvre vraiment, et à tous les niveaux. Parce qu'encore une fois, il y a des chefs d'entreprise qui cherchent du boulot, et parfois des personnes de situations beaucoup plus précaires, et qu'il ne faut surtout pas laisser tomber. Donc il y a vraiment... pour les curés, les diacres et les laïcs et les religieux et religieuses, qui sont laïcs, un vrai défi du 21e siècle, des réponses à apporter.
Merci à tous les trois et je signale donc avant de nous quitter que si vous voulez en savoir plus sur l'association Petra, il vous suffit de consulter son site internet qui apparaît sur vos écrans www.petra-asso.org. À signaler également le livre Surmonter le chômage en famille, comment rebondir, signé Ginette Lespine et Sophie Guillou. Il est paru aux éditions Albin Michel. Enfin, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site kto.tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.